Bien. Alors, le rapport que je vais vous présenter est un rapport qui a été fait dans le cadre de l'OPEPS, je vais vous dire de quoi il s'agit, et nous avons été deux parlementaires, un sénateur et un député, à participer à ces travaux pendant un petit peu plus d'un an et demi. C'est Laurent Kalinowski, député de Moselle, qui a participé avec moi à ces réflexions. Deux mots sur l'OPEPS quand même, l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques. L'OPEPS, c'est une structure qui existe depuis maintenant près de 30 ans et qui associe à la fois Assemblée nationale et Sénat. 18 sénateurs, 18 députés qui travaillent sur des sujets techniques essentiellement. Et généralement, nous sommes à deux, un député et un sénateur. Souvent, il y a un couplage politique aussi, qui fait que les analyses qui sont faites sont des analyses partagées. On ne peut pas parler de tout ce qui se passe dans la stratosphère, on ne peut pas parler de tout ce qui se passe dans le cerveau. Généralement, ce n'est pas des choses qui soient ou de droite ou de gauche. Il y a des terrains communs de travaux scientifiques. Et bien évidemment, l'énergie n'échappe pas à cela. Si ce n'est ensuite au niveau de la gouvernance, mais on en dira deux petits mots quand même. Alors c'est dans ce cadre-là donc qu'on a été amené à travailler sur un sujet qui avait été commandité par le Sénat et par le ministère de l'Industrie. Donc une mission de pratiquement un an et demi. Beaucoup de consultations. Pratiquement 200 personnes ou entreprises ont été consultées, publiques ou privées. Des déplacements au Japon, en Corée, en Allemagne, enfin, etc., partout où il y a eu, bien sûr, un développement relativement fort de l'hydrogène. Alors, sur la présentation et sur le rapport que j'ai là, c'est juste pour le montrer, qu'il existe, sur ce rapport, la première partie, et vous verrez défiler plusieurs éléments dans ce rapport, concerne des choses qui ont été dites ce matin. Alors, je pense que je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne vais pas revenir sur l'intérêt, sur la technique de fabriquer de l'hydrogène. Même si on a beaucoup parlé d'électrolyse, on évoque la question à travers le réformage. Parce qu'il y a aussi du méthane et parfois même du biogaz. Et je connais effectivement un territoire qui fait de l'hydrogène à partir du biogaz des déchets ménagers. Donc ça, c'est la force des territoires qui fait qu'il y a des spécificités. Il y a des grandes lignes, mais il y a des spécificités qu'il faut impérativement mettre en musique. Alors nous avons, dans ce rapport, bien entendu, balayé l'ensemble de ces questions techniques qui ont été évoquées. La deuxième partie, par exemple, qui évoque les appareils nomades. Il y a bien sûr toute la politique sur l'hydrogène mobilité qui a été largement évoquée tout à l'heure par notre ami Fabio. L'hydrogène statique avec les piles à combustible. Et il faut reconnaître que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ce rapport a été remis officiellement le 20 janvier 2014. Donc il a quasiment 9 mois. En 9 mois, il y a encore des choses qui sont d'actualité, mais il y a des choses qui sont dépassées. Moi, je me souviens, et tout à l'heure, notre président de la FIPAC faisait une allusion, dans cette même salle, il y a 2 ans de cela, on était la moitié. Aujourd'hui, ça se complète. Dans 2 ans d'ici, je suis sûr qu'il faudra chercher, président, une autre salle. On se débrouillera, on louera un chapiteau, bon, enfin, un cirque, voilà. Mais on y arrivera à rassembler tous ceux qui participent à cette filière. Tout ça veut dire que même s'il y a encore en France des formes de réticence sur la filière, il y a beaucoup d'avancées qui se positionnent sur le territoire. Alors, il faut les accompagner, ces avancées. Il faut les mettre en musique. Dans l'ensemble de ce dispositif, on a fait un constat. Le constat est le suivant. Le premier, c'est d'abord l'importance des progrès scientifiques et techniques accomplis dans le domaine de la filière hydrogène au cours de ces dernières années. Un progrès énorme.
dont parfois on n'en mesure pas toujours les contenus. Alors bien sûr, les recherches continuent à progresser, elles doivent continuer à progresser, mais je veux dire par là qu'au-delà des progrès qui ont été faits sur des politiques nationales sur la question de l'hydrogène, est venu se superposer maintenant des approches territoriales. Et nous avons 10, 12 régions qui sont parties sur la voie de l'hydrogène, qui font de la recherche sur l'hydrogène, qui font de l'application sur l'hydrogène. Et ça, c'est très récent. Ce qui veut dire qu'à quelque part, et c'est important, si au niveau national, on a du mal à asseoir définitivement cette filière, ce sera les territoires qui bousculeront certaines traditions, certaines méfiances que certains peuvent apporter. Et c'est le couplage des deux approches, et dans lequel la FIPAC, bien sûr, assure l'animation de ces deux approches, une approche nationale, globale, mais une approche territoriale, qui doit compléter la mécanique. Et dans le rapport, bien sûr, ce sont des questions qu'on évoque très, très largement. Le deuxième constat, c'est le rôle essentiel que l'hydrogène pourrait jouer dans le cadre de la transition énergétique. Je ne vais pas y revenir. Vous êtes les uns et les autres, j'en suis convaincu, plus au fait que moi sur ces sujets-là. Développer les énergies renouvelables, que ce soit l'éolien, le photovoltaïque, et ne pas se préoccuper du stockage, c'est certainement une erreur. D'où la nécessité de voir quels sont les moyens de stocker l'énergie. L'hydrogène apporte une réponse parmi d'autres sur ce type de sujet, bien sûr. Donc c'est tout cela. Et puis ensuite, il y a toutes les méthodes, l'électrolyse, mais il n'y a pas que ça, comme je le disais, à travers d'autres types d'approches. Le troisième constat, c'est le potentiel scientifique et industriel de notre pays dans le domaine des applications de l'hydrogène. Là, je veux vous dire que nous avons été surpris. Partout, quand on s'est déplacé à l'extérieur du pays, on a vu les entreprises françaises positionnées dans chacun de ces pays. Que ce soit le Japon, qui a au moins 10 ans d'avance sur nous, en tout cas qui est parti, et il y a maintenant plus de 10 ans, sur le sujet de l'hydrogène, l'Allemagne, la Corée, etc., ce sont souvent avec des entreprises françaises qu'ils ont fait et qui continuent à faire leurs premiers pas. Nous avons une panoplie incroyable de grosses entreprises. Chacun voit de qui il s'agit, et c'est heureux, mais aussi un maillage incroyable de PME sur le sujet de l'hydrogène. Que ce soit sur des outils de production, que ce soit sur la mise en musique de piles à combustible, que ce soit sur des réservoirs. On a tout ça dans notre pays. En 2 mots, on a tout, tous les atouts qui peuvent permettre à une véritable filière industrielle de pouvoir se développer sur le territoire. Ça tousse encore, hein, mais ça fait partie du constat dans lequel nous avons voulu faire toucher du doigt à nos partenaires qu'il y avait là une manne, des fondations fabuleuses pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Dans les constats, on a noté au moins 2 freins majeurs au développement de l'hydrogène et plus particulièrement au développement de l'innovation en général. Ces 2 freins, bien sûr, un concerne d'abord le non-positionnement du gouvernement sur le sujet. L'acte politique est majeur sur des actions de ce type-là. Et ne pas avoir une position claire, je ne veux pas dire que ça décourage des acteurs, mais en tout cas, ça ne les encourage pas à aller un peu plus loin. Ça, dans le rapport, c'est très clairement explicité. Et le deuxième frein, c'est celui de la réglementation. C'est celui des exigences que l'on demande, qui sont importantes. Et c'est vrai qu'à quelque part, ça peut être rassurant de savoir qu'on a des réglementations qui sont très sévères, rassurant pour l'acceptation sociétale. Il ne faut pas non plus qu'on tombe dans un excès qui fasse qu'on ne puisse plus rien faire dans le pays. Je ne vais pas plus loin sur le sujet. Mais c'est quand même grave. Et c'est à des acteurs politiques aussi de s'accaparer cette approche-là, dans un partage de réflexion entre le scientifique et l'acteur politique. Le rapport le
le dit très clairement, de façon à faire en sorte que ça fait partie des points qui sont là. Alors d'un côté, on a noté 3 constats avec des atouts favorables, et de l'autre côté, 2 remarques qui sont liées à des freins. Et à partir de là, et c'est peut-être sur ça que je veux davantage m'attacher que sur savoir comment on produit l'hydrogène, etc., parce que ça, vous savez, à partir de là, 5 grandes orientations qui sont proposées. Ces grandes orientations, elles concernent donc d'abord, pour ce qui est de la première, qui semble être une des actions majeures à faire, première orientation, c'est la mise en place du triptyque organisationnel nécessaire au développement d'une filière hydrogène. Ce triptyque, c'est quoi? C'est une action politique du gouvernement, c'est un programme et un schéma de financement, et c'est un acteur qui assure la coordination et le suivi. Ça, on ne l'a pas inventé. Le Japon, en 2004, est parti sur cette approche-là. Il y a eu une décision politique du gouvernement japonais. Le Parlement japonais s'est prononcé aussi par une loi, 2004, sur un programme de 10 ans. Donc c'était clair. L'Allemagne l'a fait en 2005, exactement selon le même schéma. À cela a été associé, bien sûr, un travail technique pour mettre en place un programme sur 10 ans, avec des acteurs publics et des acteurs privés, un montage d'un schéma financier. Ce schéma financier, et je vais rester en euros, 1 euro public, 1 euro privé. Et ensuite, la mise en place d'une structure, généralement, c'était déjà des équipements qui existaient, ce n'est pas la peine de refaire des structures, on en a assez, dont le but, c'est d'assurer le contrôle de la mise en musique de tout cela et de la ventilation des financements à travers cette caisse commune. Le Japon et l'Allemagne ont fait exactement cela. Et apparemment, ça a permis de débloquer bien des situations. Donc, en tant que parlementaires, nous faisons cette première orientation, cette première recommandation sur cette base-là. Les autres l'ont fait, ils ont une certaine réussite dans le domaine, pourquoi pas nous? On a tous les atouts pour. Donc, premier schéma. Moi, je suis obligé de vous dire que quand la France a lancé le nucléaire, ça ne s'est pas fait comme ça. Il y a eu une décision politique très claire du gouvernement et des parlementaires sur un programme nucléaire. Eh oui. Et ce n'est que comme ça qu'un certain nombre de grands enjeux dans le pays peuvent se développer. Alors on est pour, on est contre, ça c'est autre chose, bien sûr. Mais les grands choix, ça passe par, bien sûr, ces décisions-là. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Bon, même s'il y a quelques avancées, on ne va pas provoquer pour fermer la porte, vous le comprenez bien. Il n'y a pas le schéma très clair. Il y a des avancées, il y a des groupes de travail, on se parle, on y fait attention. Dans le premier texte de loi sur la transition énergétique, on ne parle même pas de l'hydrogène. Et puis, bon, peut-être qu'à la sortie du Parlement, on en parlera. Enfin, c'est un petit peu tout ça. C'est un petit peu tout ça, ce qui veut dire que, bon, eh bien, chacun d'entre nous, la FIPAC, les parlementaires qui sont motivés sur le sujet, etc., essaient de se raccrocher pour faire avancer donc l'ensemble de ce dispositif. Alors tout ça, bien sûr, concerne cette première étape, ce premier volet. La deuxième orientation, elle vise à essayer de lever les freins à l'innovation d'ordre réglementaire. Alors, il y a, bien sûr, sur l'ordre réglementaire, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce que ce serait beaucoup trop long, et je l'évoquais à l'instant même. Nous, on a constaté que et le Japon et l'Allemagne, en des termes de réglementation sur l'utilisation de l'hydrogène, ont la même réglementation pour tous les gaz. Réglementation unique, qui est claire, qui est simple, tout le monde peut se l'approprier, sans être obligé systématiquement
de sortir le bréviaire pour voir à quelle page il y a une spécificité par rapport à l'utilisation de l'hydrogène dans tel domaine ou dans tel autre domaine. On a besoin effectivement de transparence et de faciliter la vie à des gens qui ont envie de faire des choses dans le pays. Alors, actuellement, il y a toute une démarche sur la réforme, sur la révision des réglementations, ça en fait partie. Et le groupe de travail qui travaille là-dessus a pris en main aussi ce sujet-là, actuellement. Je ne sais pas si on va avoir une réglementation unique sur tous les gaz. Les derniers échanges que j'ai pu avoir montrent qu'il y a encore du travail à faire. Bien, bon, on verra ce qui en sortira. Alors ça concerne bien sûr ce volet qui est sur la réglementation. Alors on a fait 2 petites recommandations. Une première, c'est la mise en place d'un groupe qui travaillerait là-dessus. Ce groupe-là existe actuellement. Alors il n'est pas tout à fait selon avec les partenaires qu'on avait proposés, mais enfin, tant pis, il existe. Et la deuxième, c'est sur les délais d'instruction. Quand il y a une approche à faire, les délais d'instruction sont longs, trop longs souvent. Alors proposition qui est d'ordre réglementaire, bien sûr. Donc ça veut dire que le législateur n'a pas spécialement à y mettre son nez, mais il n'empêche que le législateur peut parler et donner des conseils ou faire des propositions. Quand un dossier arrive, la faisabilité du dossier, il faut qu'il y ait une réponse dans les 3 mois qui suivent. Et l'instruction totale du dossier ne doit pas dépasser 12 mois. On connaît des dossiers qui ont mis 4 ans, 5 ans avant d'avoir des réponses. On s'inquiète de l'activité économique de la France. Elle passe aussi parfois par ce genre d'initiative. Bon, il faut mettre parfois les sandales de course pour aller un petit peu plus vite. C'est comme ça. Donc, on le retrouve dans le rapport. La 3e grande orientation vise à créer, au travers de mesures ciblées, essentiellement des mesures fiscales, bien entendu, budgétaires neutres, les conditions du développement de nouveaux marchés de l'hydrogène énergie. Ce matin, j'ai entendu à plusieurs reprises, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. On va mettre en place des unités de production d'hydrogène, on va mettre en place des unités de stockage, on va mettre en place des piles à combustible. On le dimensionne comment? En fonction de l'utilisation. Certes, l'utilisation n'est pas que sur l'hydrogène mobilité, c'est vrai, mais l'hydrogène mobilité y contribue. Comment on fait? C'est qui enclenche? Avoir des véhicules à hydrogène et ne pas avoir de bornes de livraison, on ne voit pas trop à quoi ça sert. Soutenir des démarches de production d'hydrogène sans les territoires et ne pas positionner des bornes de livraison pour éventuellement trouver ensuite un utilisateur, on ne voit pas trop comment ça se passe. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faut que l'État booste un petit peu un certain nombre de ces éléments. Et l'État peut le faire par rapport à quelques exonérations. Exonérer pour une période transitoire l'hydrogène décarboné de toute taxation, même mesure gagée par une taxe sur les hydrocarbures quand ils sont utilisés comme matière première pour produire de l'hydrogène, notamment à des fins de raffinage de produits pétroliers. Ça existe. L'hydrogène joue un rôle de plus en plus important dans la fabrication de nos carburants, même si ce n'est pas toujours dans l'air du temps. La deuxième, faire bénéficier les installations de production d'hydrogène par électrolyse d'un accès à une électricité détaxée. Rien ne sert de parler d'hydrolyse si on a payé plein pot l'électricité qui va permettre de la fabriquer. Selon le modèle du régime accordé par le Code des douanes aux installations de production d'électricité pour leur approvisionnement en produits pétroliers. Mesure gagée par des suppressions de cette dernière exonération qui ne va pas du tout dans le sens de l'histoire actuellement. La troisième, c'est étendre le bénéfice du bonus écologique aux véhicules utilitaires gagés par un aménagement du malus écologique sur les véhicules de tourisme. Mesure pour favoriser le développement en France de solutions
de prolongateurs d'autonomie de véhicules électriques utilitaires basés sur l'hydrogène. Donc ce sont des mesures fiscales qui essaient de cibler un certain nombre de points pour qu'un certain nombre de partenaires, et notamment les collectivités, puissent être incités à s'équiper à des véhicules. Et ce n'est qu'à partir de là que peut-être on pourra trouver un lien et une filière forte par rapport à cette utilisation de l'hydrogène. La quatrième orientation qui est évoquée, c'est le rôle des territoires et la gouvernance énergétique. Le rôle des territoires, d'introduction, je l'ai évoqué. Personnellement, je crois que dans la situation où nous sommes actuellement, les territoires sont le meilleur moyen de faire la pression auprès de l'État et auprès du gouvernement et auprès des parlementaires, auprès de tous ceux qui sont des acteurs décideurs de ce pays, parce que les territoires vont réaliser un certain nombre de choses, ont commencé à réaliser un certain nombre de choses, avec des financements venant d'ailleurs parfois, et parfois sur leur propre financement, ce qui montre qu'il y a sur le pays, dans le pays, une vraie mobilisation qui est en train de se mettre en musique autour de la question de l'hydrogène. Donc les territoires, il faut les considérer comme tels, il faut les encourager de manière à ce qu'ils soient les porteurs, eux aussi, d'une partie de cette démarche-là. Et la notion de gouvernance énergétique, oui. Pourquoi ? Et tout à l'heure, je crois que c'est Fabio qui l'a dit à juste titre. Nous savons tous que ce qui coûte cher dans l'hydrogène, bien sûr, au-delà de la fabrication, etc., c'est le transport. Plus on facilitera une utilisation de l'hydrogène à côté d'une unité de production d'hydrogène, plus on sera compétitif. Mais si on fait ça, ça veut dire qu'à quelque part, la gestion de l'énergie en France, qui est mutualisée au niveau national, nous oblige à repenser de nouveaux schémas juridiques et législatifs pour permettre ce type d'approche. Sinon, ça bloque. Sinon, ça va bloquer. Et là, ça veut bien dire que nous sommes face à une nouvelle gouvernance de l'énergie en France. Il n'est pas question de casser la mécanique, qui est une mécanique porteuse depuis plus d'un demi-siècle sur la mutualisation au niveau national de l'énergie par rapport aux citoyens, mais il est question, en parallèle à cette démarche-là, et pour des actes très spécifiques liés justement à l'hydrogène en tant que vecteur énergétique, on a un champ d'éolien, on a la possibilité d'avoir un électrolyseur au pied de ce champ d'éolien. Il faut bien sûr qu'il puisse commercer directement de manière à assurer le soutien à cette filière-là. Donc, modification de la législation. Moi, je ne vous cache pas que j'ai eu l'occasion ici d'en parler avec la Commission des affaires économiques. Tout le monde ne le voit pas du même œil. Vous voyez ? Et autant tout à l'heure, quand je vous disais l'OPEPS, c'est très technique, etc., là, on commence à aborder d'autres sujets qui font qu'on peut avoir des divergences de vues. Voilà. Donc, il y a encore le chantier, et ce chantier-là est un chantier purement législatif, interne, aux parlementaires. Et puis, dans tout ça, c'est de favoriser les pactes territoriaux. La notion de pacte territorial sur la démarche de filière hydrogène au niveau des territoires, c'est de pouvoir reproduire ce qu'il faut faire au niveau national, c'est-à-dire un partenariat public-privé sur le sujet. Et le pacte territorial le permet. La cinquième et dernière orientation, c'est la prise en compte de la dimension européenne et internationale de l'hydrogène. On ne peut pas vivre dans une bulle sur la seule question de l'hydrogène. À plus forte raison, en ayant toute une panoplie d'entreprises sur le territoire national dont leur développement passera par l'exportation, il faut aussi que sur des avancées liées à la recherche scientifique, sur des avancées purement techniques, nous puissions continuer à travailler avec nos partenaires et nos voisins. En l'occurrence, l'Allemagne sur le sujet, qui a quand même décidé en 2005, d'une manière très officielle, du développement de la filière hydrogène sur son territoire. Nous, on est en 2014, on ne l'a pas officiellement fait, même si les choses avancent. Alors, c'est quand même tout ça qu'il faut revoir. Ça fait partie des recommandations. Alors, dans cette approche, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été pris en compte.
Le rapport a été remis le 20 janvier au ministre de l'époque, puisqu'il y en a qui changent parfois, Montebourg, qui avait lancé le groupe de travail avec plusieurs partenaires pour assurer un suivi. Madame Lambert avait été identifiée en tant que directrice de l'INSER comme étant un petit peu l'animatrice de ce groupe national. Donc on était en phase par rapport au rapport qui a été fourni. Alors il est évident que le changement de ministre entraîne le changement d'un certain nombre de choses, mais la ligne de conduite reste. Moi, je peux vous dire que nous avons eu une réunion téléphonique hier matin avec Madame Lambert sur ce sujet-là, pour voir où en était un certain nombre de points. Et le groupe national continue à fonctionner, bien sûr. Donc les choses continuent, c'est heureux. Le nouveau ministre de l'Industrie a une lecture par rapport aux 34 comment on appelle ça, programmes de développement industriel, dans lequel il y en a un qui concernait les batteries, le stockage de l'énergie et l'hydrogène. Qui nous interpellait plus directement, c'est de réduire ces 34 programmes de manière à avoir une lecture plus simple, plus claire de l'ensemble du dispositif, le réduire de moitié, mais le programme qui est réservé aux batteries, au stockage et à l'hydrogène reste en l'état. C'est-à-dire qu'il n'est pas mélangé à d'autres approches. Donc, ça laisse supposer, quand même s'il y a eu 6 mois de vide, on va le dire, 6 mois de vide dans le schéma après le 20 janvier, ça laisse supposer qu'il y a une prise en compte par rapport à tout cela. Donc, l'hydrogène, de toute façon, s'inscrit pleinement dans les grandes orientations qui ont été fournies dernièrement, à savoir diminuer le prix de l'énergie, le développement des énergies vertes, stocker l'énergie, etc. Autant de points majeurs dans lesquels nous sommes, et c'est cet axe-là que nous avons voulu reprendre dans ce rapport. Tout n'est pas réglé, loin de là. Je crois qu'il faut continuer effectivement à se battre, acteurs publics, acteurs privés, parlementaires. On essaie de retrouver des collègues qui pourraient s'approprier également ce message sur l'énergie et sur l'hydrogène. S'il y a de cela 5 ans, 4 ans en arrière, il n'y en avait pas beaucoup. Là, maintenant, on commence à retrouver une petite poignée d'une dizaine de collègues qui seraient prêts à mouiller la chemise à l'occasion du débat sur le budget, mais également à l'occasion du débat sur la loi sur la transition énergétique, puisque là, on est directement concerné. Voilà, et bon courage à chacun d'entre vous.